Tu aimes Disney et tu as envie de t'intéresser à un jeu de cartes, tu es exactement au bon endroit. Dans cette vidéo, je t'expliquerai tout ce que tu dois savoir pour bien commencer Lorcana, le jeu de cartes issu du Disneyverse. La 8ème extension du jeu, le règne de Jafar, est disponible depuis quelques jours en boutique et c'est l'occasion parfaite pour nous de te proposer cette petite vidéo alors qu'on approche gentiment des 2 ans de la licence. Allez, c'est parti, on embarque. Dans le monde de Lorcana, les joueurs sont appelés des illumineurs et des illumineuses. Le jeu est d'ailleurs jouable à plus de 2 joueurs, mais dans cette vidéo, on se concentrera sur le mode 1 contre 1, qui est non seulement le mode le plus populaire, mais aussi celui de la majorité des tournois officiels. L'objectif des illumineurs est de remporter 20 points de l'or pour gagner la partie, et pour ce faire, tu devras utiliser un deck d'au moins 60 cartes. Alors je dis au moins parce qu'il n'y a pas de limite supérieure au nombre de cartes que tu peux inclure dans ton deck. Tu pourrais aussi bien jouer avec un deck de 60 que 65 ou même 80 cartes si tu le désires. Ceci dit, la plupart des stratégies reposent sur certaines cartes extrêmement puissantes et tu ne pourras inclure que 4 copies d'une même carte dans ton deck. Alors on conseille généralement de rester autour des 60 cartes pour augmenter tes chances de toucher tes meilleurs atouts. Enfin, tu ne pourras inclure que 2 types d'encre différentes dans ton deck. L'encre, c'est ce petit symbole juste ici à gauche de la carte et c'est aussi ce qui définit sa couleur. Il existe au total 6 encres différentes dans l'Orcana, respectivement émeraude vert, améthyste violet, saphir bleu, rubis rouge, acier gris et ambre jaune. Pour en revenir à ce que je te disais au début, tu ne pourras donc jouer que 2 de ces encres dans ton deck et un deck composé de cartes rubis et saphir sera donc parfaitement légal, là où un deck composé de cartes rubis, saphir et acier ne sera pas jouable. Bon, je le précise pour la forme, mais tu peux aussi faire le choix de ne jouer qu'une seule encre dans ton deck, par exemple jouer uniquement acier. Cette stratégie n'est globalement pas choisie par les joueurs puisque ça revient à se priver d'options sans réel avantage. Au cours de tes parties de jeu, tu seras peut-être également confronté à certaines cartes bicolores présentant un duo d'encre comme cette belle rouge-bleu. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette combinaison n'indique pas que la carte est jouable dans tous les decks bleus ou tous les decks rouges, mais bien qu'elle est uniquement jouable dans un deck contenant la combinaison de rubis et de saphir, rouge et bleu. De quoi forcer les joueurs à faire des choix, mais aussi donner à chaque combinaison de couleurs des options uniques pour renforcer son identité. Voilà tout ce que tu devais savoir sur les encres, c'est parti pour parler des cartes. Avant de rentrer dans les caractéristiques utiles au jeu, on va commencer par l'indicateur préféré des collectionneurs, la rareté. Certaines sont reconnaissables en un coup d'œil comme les enchantées, mais pour la plupart, il te faudra connaître le symbole de la rareté pour savoir à quelle classe elle appartient. On a donc, dans l'ordre de la moins rare à la plus rare, commune, peu commune, rare, super rare, légendaire, épique, enchanté et iconique. Petite précision tout de même, les cartes épiques et iconiques ne seront introduites qu'à partir du set 9 Fabled et seront des réimpressions de cartes déjà existantes avec des artworks alternatifs uniques et des traitements foils spéciaux. D'ailleurs, aucune restriction concernant la rareté n'est appliquée au deck building et tu peux aussi bien choisir de jouer un deck composé uniquement de communes que d'enchanter si tu le désires. On enchaîne tout en haut à gauche de la carte où on trouve un premier indicateur, le coût en encre de la carte et sa capacité à être ancrée ou non. Si tu te sens déjà perdu, pas de panique, je t'explique. Lors de son tour de jeu, chaque joueur a la possibilité de placer une carte ancrable depuis sa main dans sa zone d'encre. Pour ce faire, il devra la révéler à son adversaire, puis la placer verticalement face cachée dans la zone dédiée aux encres sur son plateau. Sauf indication contraire, cette action ne peut être effectuée qu'une fois par tour et par joueur, alors fais bien attention à la carte que tu choisis d'ancrer. D'ailleurs, je t'ai pas encore expliqué comment savoir si une carte était ancrable ou non. En fait, c'est très simple. Si tu vois la rosace du logo Lorcana autour du cou de la carte est ancrable et peut donc être placée depuis ta main directement dans ta zone d'encre. A l'inverse, si tu ne vois qu'un petit hexagone autour du cou de la carte, c'est que la carte n'est pas ancrable et tu ne pourras donc pas l'ancrer depuis ta main. Une fois posées en encre, ces cartes ne sont d'ailleurs généralement pas récupérables pendant la partie, alors fais bien attention à quelle carte tu peux te permettre de perdre. D'ailleurs, si toutes les cartes de ta main te semblent nécessaires, rien ne t'oblige à ancrer pendant ton tour, mais attention, si tu sautes trop souvent cette étape, ton adversaire pourrait bien se retrouver à jouer de puissantes créatures sans que tu aies le nombre d'encre nécessaire pour pouvoir y répondre. D'ailleurs, même remarque concernant la construction de ton deck, fais bien attention à inclure assez de cartes ancrables, sans quoi tu pourrais te retrouver incapable de développer ton jeu. Maintenant que tu as de l'encre disponible, tu vas pouvoir l'utiliser pour mettre des cartes en jeu. Le coût en encre d'une carte est disponible en haut à gauche de celle-ci, et il représente le nombre d'encre que tu devras incliner, le terme officiel c'est épuiser, pour mettre en jeu la carte en question. Une encre inclinée est considérée comme utilisée, et elle sera naturellement redressée au début de ton prochain tour de jeu, prête à être utilisée à nouveau. Bien évidemment, plusieurs types de cartes sont disponibles, et on commence avec les actions. Tu peux distinguer une carte action des autres types de cartes en regardant juste ici au centre de la carte où la mention action sera systématiquement inscrite.
plus qu'à payer le coût en encre de la carte, à résoudre son effet, puis à l'envoyer à la défausse. Certaines actions possèdent d'ailleurs une variation spécifique puisque ce sont des chansons iconiques de la licence Disney. Les chansons se comportent exactement de la même manière que les actions, à la différence près qu'elles peuvent être mises en jeu gratuitement en inclinant un personnage avec un coût supérieur ou égal à celui de la chanson. On dit alors que le personnage chante et cette mécanique est extrêmement utilisée pour son efficacité, alors retiens-la bien. On enchaîne avec les lieux. Les lieux sont apparus lors du chapitre 3 et ils sont un moyen alternatif de gagner du lore ou de donner des améliorations à tes personnages. Pour mettre un lieu en jeu, il te suffira de payer son coût en encre et de le poser dans la zone dédiée. S'il reste en place jusqu'au début de ton prochain tour, un lieu te rapportera du lore et tu peux en voir la quantité grâce à cette petite icône juste ici. Un symbole, 1 de lore, 2 symboles, 2 de lore, etc. Pour éviter que ça n'arrive, ton adversaire pourra tenter de s'en débarrasser en infligeant des dégâts à un lieu via des actions ou des défis. La volonté de ton lieu qui correspond à ses points de vie est indiquée juste ici et le lieu est banni, c'est-à-dire envoyé à la défausse dès lors que cette volonté atteint 0. Au centre d'une carte lieu, tu pourras retrouver son effet et la dernière information spécifique aux cartes lieu est le coût en encre pour déplacer un personnage dans ce lieu que tu pourras retrouver tout à gauche de la carte. Les lieux peuvent aussi bien renforcer les statistiques de tes personnages que te permettre de piocher des cartes en fonction du nombre de personnages dessus, ou même de transformer tes personnages bannis en encre pour le début de ton prochain tour. Bref, les lieux t'offrent énormément d'options et ce sera à toi de choisir celle qui renforcera le plus ton deck. Viennent ensuite les objets. À la différence des actions, les objets n'appliquent pas forcément leur effet dès leur entrée en jeu, et ils restent bien souvent sur le terrain, même après la résolution de ce dernier. Tu devras donc payer le coût en encre de l'objet pour le mettre en jeu, puis t'adapter en fonction de son effet. Par exemple, le Zirgouflex pourra être incliné pour soigner un dégât de l'un de tes personnages, et ça tu peux le savoir grâce à cette petite icône juste ici. De la même manière que l'encre, il se redressera donc au début de ton prochain tour, prêt à être incliné à nouveau pour soigner un autre personnage. La glace à l'eau te permet de piocher une carte dès son arrivée en jeu, mais également de la bannir pour soigner 2 points de dégâts de l'un de tes personnages, c'est-à-dire la prendre depuis le terrain et l'envoyer directement dans ta défense. Enfin, l'arbalète de Croc du Dragon te demandera de l'incliner et de payer 2 encres supplémentaires pour réduire de 2 la force d'un personnage jusqu'à la fin du tour. D'ailleurs, pour la partie qui concerne les 2 encres supplémentaires, tu peux le voir à cette petite icône juste ici. Ça y est, tu sais tout sur les objets, l'heure est enfin venue de parler des personnages. Si tu as tout suivi jusqu'ici, tu devrais déjà pouvoir interpréter la majorité des informations disponibles sur une carte de personnage. Coût, capacité à être ancré ou non, rareté, couleur d'encre, toutes ces informations fonctionnent exactement pareil que pour les cartes actions et objets. Ceci dit, les cartes personnages ont bien évidemment quelques spécificités. Et on commence peut-être par la plus importante puisqu'elle n'est pas inscrite sur les cartes personnages, c'est le séchage. À la différence des cartes objets et actions, et sauf indication contraire dans leur effet, les personnages sont incapables d'effectuer la moindre action le tour où ils entrent en jeu. Pas de défi, pas de chanson ni d'aventure, alors à toi de bien calculer ton plan de jeu pour mettre le bon personnage sur le terrain en avance. Viennent ensuite les archétypes. Ceux-ci sont visibles au centre de la carte et t'indiquent les synergies de ton personnage. Bien sûr, rien ne t'oblige à les respecter, mais certains personnages en profitent fortement, comme par exemple Bucky, qui fera défausser une carte à ton adversaire dès lors que tu mettras en jeu un personnage avec l'archétype Floodborn via la mécanique d'Alter. Juste à droite des archétypes, on trouve 2 nouvelles informations, la force et la volonté. Ces statistiques sont celles qui seront utilisées lors d'un défi entre 2 personnages, on pourrait grossièrement les résumer à une statistique d'attaque et une autre de point de vie. Ainsi, lors d'un défi, chaque personnage inflige des dégâts égaux à sa force au personnage adverse et subit des dégâts égaux à la force du personnage adverse. Si la volonté d'un personnage atteint 0, il est banni et instantanément envoyé à la défausse. Note pour plus tard, mais tu ne peux défier les personnages adverses que s'ils sont déjà inclinés. Alors même si de grosses statistiques pourraient sembler primordiales, certaines cartes un peu plus faibles mais aux effets puissants peuvent très bien survivre, à condition que tu ne les inclines pas. On descend juste en dessous sur la droite, et cette fois-ci, on retrouve la valeur de l'or du personnage. Comme je te l'ai dit au début, ton objectif sera d'accumuler 20 points de l'or pour remporter la partie, et pour ce faire, tu devras envoyer tes personnages à l'aventure. En vérité, rien de plus simple, il te suffit d'incliner un personnage déjà séché pour accumuler le nombre de points de l'or inscrits dessus. Un petit compteur te sera nécessaire pour garder le compte des points de l'or, et dès lors que celui-ci atteint 20, et sauf indication contraire, tu remportes la partie. Juste à gauche du lore,
alors, on retrouve les effets et les mots-clés du personnage. Exactement à la manière des actions et des objets, il te suffira de lire ce qui est indiqué dans l'effet pour appliquer celui de ton personnage. Pour autant, certains mots-clés représentent à eux seuls un effet et je vais te les expliquer tout de suite. On commence avec Rempart. À la différence des autres, un personnage avec Rempart peut arriver directement épuisé en jeu si tu le souhaites. Quel intérêt? Dès lors qu'un personnage avec le mot-clé Rempart est épuisé sur le terrain, ton adversaire aura l'impossibilité d'initier un défi avec un autre de tes personnages tant qu'il ne s'est pas occupé du rempart en question. Les personnages portant le mot-clé combattant sont souvent dotés de très bonnes statistiques, mais ils ne pourront s'en servir que pour défier et auront l'impossibilité de partir à l'aventure. Si jamais l'adversaire n'a aucune créature à défier, pas de panique, tu pourras tout de même te servir d'eux pour chanter des chansons. Les personnages insaisissables, quant à eux, ne pourront tout simplement pas être défiés, sauf par d'autres personnages portant la mention insaisissable. A l'inverse, les personnages hors d'atteinte ne pourront tout simplement pas être ciblés par ton adversaire, à part pour un défi. Autrement dit, si tu fais le choix de ne jamais les incliner, ton adversaire aura beaucoup de mal à s'en débarrasser. À toi de te servir de ça pour porter le coup fatal au bon moment. En parlant de coup fatal, la résistance permettra à tes personnages de subir X dégâts de moins de toutes les sources, X étant la valeur indiquée à côté de la résistance. Lors d'un défi ou face à un effet qui inflige des dégâts, un personnage doté de résistance 1 subira donc 1 dégât de moins, là où un personnage doté de résistance 3 subira 3 dégâts de moins. A l'inverse, un personnage avec offensif inflige X dégâts de plus dans un défi où il est l'attaquant. Comme pour résistance, X représente la valeur indiquée à côté du mot-clé offensif. Par exemple, si ce Rafiki attaque, il inflige 3 points de dégâts à l'adversaire, mais si c'est lui qui est attaqué, il infligera 0 dégâts. Soutien permet à un personnage de transmettre provisoirement sa force à l'un de ses alliés lorsqu'il part à l'aventure. Par exemple, si tu envoies ce Volt à l'aventure, tu pourras augmenter de 2 la force d'un autre de tes personnages jusqu'à la fin du tour. Un personnage doté de charge n'aura pas besoin de sécher avant de pouvoir défier les personnages adverses. C'est très pratique lorsque gérer une menace sur le terrain devient urgent. Les personnages dotés de la capacité mélomane ne sont pas exempts de sécher, mais ils deviennent extrêmement puissants lorsque cette étape est passée. En effet, les mélomanes sont capables de chanter des chansons avec un coût supérieur au leur, celui-ci étant indiqué juste à côté du mot. Par exemple, cette Ursula qui coûte 2 sera une fois séchée capable de chanter Quand soudain survint Zeus, une chanson qui coûte 4 pour infliger beaucoup de dégâts gratuitement. Dissipation est une mécanique tout fraîchement débarquée du chapitre 7 et elle est plutôt intéressante. En échange de statistiques bien au-dessus de la moyenne, les personnages marqués de dissipation seront immédiatement envoyés à la défausse dès lors qu'ils seront ciblés par une action. La moindre interaction peut donc les faire tout simplement disparaître, mais leur force sur le terrain ne peut pas être ignorée. Enfin, on termine avec la mécanique la plus unique de toutes, l'altération. Un personnage portant la mention alter pourra être mis en jeu en payant quelques encres et en recouvrant bien souvent un personnage portant le même nom déjà présent sur le terrain. Par exemple, ce Merlin peut être joué par-dessus n'importe quelle autre carte Merlin pour gagner un effet surpuissant. En plus de rendre son arrivée en jeu moins coûteuse, cette mécanique permet également de conférer tous les statuts de la carte recouverte à l'alter qui est venu se poser par-dessus. Il conservera donc les dégâts ou les effets entravants, mais pourra également partir à l'aventure ou défier immédiatement si le personnage recouvert était déjà sec. Ça y est, je t'ai tout dit sur les cartes personnages, maintenant place au match. Avant de démarrer la partie, assure-toi de savoir dans quel format tu joues. Rien de bien compliqué, il suffit de poser la question à l'organisateur ou aux autres joueurs pour en avoir le cœur net. En effet, certains tournois sont joués au meilleur des 2 parties, là où d'autres sont joués au meilleur des 3. Dans le premier cas de figure, le match pourrait donc se solder par une égalité, une manche partout, là où au meilleur des 3, l'un des 2 joueurs passera forcément devant pour remporter le BO 2-0 ou 2-1. Les options sont également nombreuses pour déterminer qui jouera en premier, mais rien de bien sorcier, un simple jet de dés ou un pierre-feuille-ciseaux feront très bien l'affaire. Attention tout de même, en échange de l'initiative qu'il gagne, le premier joueur ne piochera pas de cartes au début de son premier tour pour rééquilibrer les débats. Une fois toutes ces informations confirmées, chaque joueur pioche une main de 7 cartes et peut décider d'en mulligan tout ou partie. Pour ce faire, tu devras annoncer le nombre de cartes de ta main que tu désires mulligan avant de les replacer sous le deck et de piocher un nombre de cartes équivalent à celui replacé pour finir par mélanger ton deck avant de démarrer le match. Ce moment est extrêmement important puisqu'il détermine la viabilité de ta main pour le début de la partie. C'est assez difficile de te dire exactement quoi mulligan parce que les besoins changent en fonction des decks, mais pour commencer, tu peux partir du principe qu'avoir quelques cartes à faible coût en main et des cartes à ancrer pour pouvoir ensuite les mettre en jeu est un bon début. Une fois la phase de mulligan terminée, le match peut commencer. Un tour de l'Orcana se déroule en 3 phases assez simples. D'abord, la réactivation de toutes les cartes présentes sur ton tapis de jeu. Encre, personnage et objet repassent à la verticale au début de ton tour.
prêt à être utilisé à nouveau. Ensuite, la pioche de début de tour, et enfin, la phase principale. Lors de cette phase, tu peux ancrer une carte de ta main, mettre des cartes en jeu, activer le pouvoir de tes cartes déjà en jeu, l'aurer ou défier, tout dans l'ordre de ton choix. Une fois que tu estimes avoir fait tout ce que tu voulais pendant ton tour, plus qu'à passer la main à ton adversaire qui va commencer par redresser toutes ses cartes et en piocher une nouvelle pour signifier le début de ce tour. Ça y est, tu es fin prêt pour débuter l'aventure Lorcana, et si ce guide t'a donné envie de tester le jeu, n'hésite pas à laisser un like, à nous le dire dans les commentaires et à jeter un œil sur notre site pour récupérer tes premières cartes. C'était 4 Shoes de Ludo Trotter et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.